Pour son ouverture au public, la Maison de la Radio à Paris vous invite les 14, 15 et 16 novembre. 3 jours de fête pour découvrir les nouveaux espaces rénovés. Concerts gratuits destinés aux plus petits comme aux plus grands. Soirées musicales exclusives. Émissions publiques. Et même une soirée DJ set jusqu'au bout de la nuit. Tout le programme sur maisondelaradio.fr. Maisondelaradio.fr. Venez nombreux. Tous les jours, toute l'actualité internationale, c'est sur France Info. Plus de 80 organisations internationales qui travaillent au Mali veulent attirer l'attention sur leurs conditions de travail dans le nord du pays. Les événements. La Maison-Blanche a dit beaucoup apprécier qu'Ankara ouvre ses installations aux forces américaines et éventuellement aux autres membres de la coalition. L'actualité du jour. David Cameron a répondu à des questions sur l'emploi des seniors notamment. C'est là qu'il s'est attaqué à l'idée, absurde a-t-il dit, selon laquelle il y aurait un nombre limité d'emplois. Carte blanche à Peter Odvej. L'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Ensemble Intercontemporain fêtent un musicien hors norme, Peter Odvej. Le célèbre compositeur de l'opéra Trois Sœurs dirigera l'Orchestre Philharmonique de Radio France les 21 et 22 novembre à 20h à la Maison de la Radio. En soliste, Rebecca Nelson et Maria Ricarda Wessling. Concert de Radio France 01 56 45 16 et sur maisondelaradiо.fr/concert classique. France Info. Le réflexe info. Il est 11h sur France Info. Bonne journée. Le journal, Agnès Soubiran. Bonjour Agnès. Bonjour Céline, bonjour à tous. La justice européenne reconnaît la perpétuité réelle pratiquée en France. En 2007, Pierre Baudin avait été le premier à être condamné à cette lourde peine après 3 crimes particulièrement sordides. Il avait saisi la Cour européenne dénonçant un traitement inhumain. Les explications de Delphine Gaucho dès le début de ce journal. Bernard Cazeneuve se défend. Le gouvernement n'a pas menti sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse. Toute la vérité sera faite, a ajouté Ségolène Royal sur France Info ce matin. L'avenir des salariés de Jeannette se joue cet après-midi. Le tribunal de commerce de Caen doit désigner un repreneur parmi les 7 offres de reprise. La stérilisation des femmes, principale méthode de contraception en Inde, avec un drame en début de semaine. 17 femmes sont mortes. Les ONG dénoncent les méthodes du planning familial indien. Enfin, Paris, capitale de la photo, avec le salon Paris Photo qui ouvre ses portes aujourd'hui au Grand Palais. Le temps, beau soleil dans le sud-est, grisaille au nord-est et pluie sur la façade atlantique. Les prévisions de Joël Collado après le journal. France Info. Et d'abord Agnès, la Cour européenne des droits de l'homme qui valide la perpétuité incompressible. La question avait été posée par Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, condamné en 2007 à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour 3 crimes particulièrement odieux, dont celui d'une petite fille de 10 ans. Le condamné entendait s'appuyer sur un texte qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Mais pour la Cour européenne des droits de l'homme, la France n'a pas violé la dignité humaine en autorisant cette perpétuité incompressible, qualifiée par ses détracteurs de peine de mort différée. Delphine Gaucho. Cela fait 10 ans que cette sanction existe et elle n'a été prononcée qu'à 4 reprises. En 2007, Pierre Baudin est le premier condamné à cette sentence pour 3 meurtres barbares. Ce que vient dire aujourd'hui la justice européenne, c'est que la perpétuité incompressible ne porte pas atteinte à la dignité humaine, car en France, contrairement à l'Angleterre récemment épinglée par la CEDH, il reste pour le condamné une possibilité de réexamen de sa peine. Au bout de 30 ans, le détenu peut en effet solliciter une libération conditionnelle auprès du tribunal de l'application des peines. Une expertise psychiatrique doit être alors réalisée pour évaluer sa dangerosité. La Cour européenne a également rejeté l'autre requête de Pierre Baudin qui estimait avoir été privé d'un procès équitable parce que l'arrêt de la Cour d'appel n'avait pas été motivé. Là encore, la CEDH dit qu'il n'y a pas eu de violation des droits de l'homme et que Pierre Baudin disposait de garanties suffisantes pour comprendre le verdict de condamnation. Le gouvernement n'a pas menti sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse. Voilà ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui a réagi ce matin aux dernières révélations du Monde et de Mediapart. Des enregistrements le soir du drame sur le site du barrage de Sivens dans le Tarn prouvent que les gendarmes ont su immédiatement ce qui s'était passé. Le ministre de l'Intérieur assure, lui, ne pas avoir eu connaissance immédiatement de ces informations et il se défend une nouvelle fois d'avoir cherché à cacher la vérité. Bernard Cazeneuve ce matin au micro de nos confrères de France Inter. Aujourd'hui, dans la presse, il y a toute une série d'articles qui disent que le gouvernement savait dès le début de la matinée du dimanche.
Les PV n'ont jamais été portés à ma connaissance. Ces éléments-là ont été portés à la connaissance de ceux qui font l'enquête. Ces éléments-là sont couverts par le secret de l'enquête et le secret de l'instruction et n'ont à aucun moment été portés à ma connaissance. Alors, le directeur général de la gendarmerie, qui est mon interlocuteur sur ce sujet, peut en témoigner. Et d'ailleurs, ces éléments-là sont entre les mains du seul procureur qui conduit l'enquête. Et nous, qui n'avons pas communication des éléments de l'enquête parce que nous ne la conduisons pas, nous aurions dû savoir. C'est une manipulation. Ce dont les gendarmes ont rendu compte au préfet, c'est de la mort de Rémi Fraisse. Ils n'ont pas rendu compte des causes de cette mort. Et sur France Info ce matin, Ségolène Royal a assuré que toute la vérité sera faite sur la mort de ce jeune opposant. Entretien à retrouver en intégralité sur franceinfo.fr. Les banques françaises passées au crible depuis le vote de la loi bancaire l'an dernier, elles ont dû rendre publique l'activité de leurs filiales, pays par pays. Des données compliquées, décortiquées par une plateforme d'ONG qui lutte contre les paradis fiscaux. Une étude que vous révèle France Info aujourd'hui et où on apprend que les banques françaises sont mauvais élèves. Un tiers de leurs filiales sont basées à l'étranger pour éviter ainsi de payer l'impôt. Jérôme Kerviel va lui tenter une dernière fois de convaincre la justice de diligenter une expertise sur les pertes subies par la Société Générale début 2008. L'ancien trader conteste le montant de 4,9 milliards d'euros avancé par la banque et demande une expertise indépendante, ce que la justice lui a refusé à 3 reprises. Jérôme Kerviel a été condamné à 3 ans de prison ferme dans ce dossier et vit aujourd'hui avec un bracelet électronique. Les ex-salariés de la biscuiterie Jeannette seront fixés sur leur sort cet après-midi. Le juge commissaire du tribunal de commerce de Caen doit se prononcer sur 7 offres de reprise. Une seule, celle de Georges Viana, un entrepreneur français, est soutenue par les ouvriers. La biscuiterie Jeannette, fondée en 1850, est notamment connue pour ses madeleines. En février dernier, les ouvriers, découvrant la mise aux enchères de leurs machines, s'étaient opposés à la vente. Ils attendent depuis un repreneur. Hélène Lamtrong. Depuis 260 jours, explique Franck Mérouz, le délégué CGT des Jeannettes. Depuis 9 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 21 ouvriers licenciés occupent et font tourner leur usine du quartier Sainte-Thérèse à Caen. C'est long, c'est dur, c'est compliqué. Néanmoins, nous sommes confiants, sinon on ne serait pas là. Tant qu'on sera dans l'usine, tant qu'on aura notre outil de travail, on aborde les choses en espérant de trouver une issue favorable. Chez Jeannette, il y a les salariés, il y a le savoir-faire, il y a les machines et 164 ans d'une histoire à laquelle les amateurs de madeleine sont très attachés. Plus de 93 000 € ont été collectés via le financement participatif. Un signe positif pour Georges Viana. C'est l'un des 7 repreneurs dont l'offre sera examinée aujourd'hui par le tribunal de Caen, le seul adoubé par les salariés, même s'il ne pourra pas tous les garder. Pour Jeannette, ça permet de démontrer que si on se bat, on a peut-être des solutions. Et si tous les citoyens soutiennent via des campagnes de financement participatif comme c'est le cas ici, je pense qu'il y a quand même des possibilités de relancer un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Du soutien, il en vient de toutes parts pour les Jeannettes, sauf du côté des banques qui refusent pour l'instant de prêter les 1,5 million d'euros nécessaires à la relance du site. Un reportage d'Hélène Lamtrong. France Info. Il est 11h06. L'ONU dit redouter une guerre totale en Ukraine où Kiev se prépare au combat. Après 2 mois d'une trêve fragile, les troupes russes semblent effectivement se concentrer dans l'Est séparatiste. Une information confirmée par l'OSCE. MSF va tenter dès le mois prochain de nouveaux traitements contre la fièvre Ebola en Guinée et au Libéria. Ces essais concerneront plusieurs centaines de patients et les résultats seront évalués en février 2015. Il s'agit de déterminer si le plasma sanguin de survivants de l'épidémie peut être utilisé pour soigner les personnes infectées. L'épidémie de fièvre Ebola a touché plus de 13 000 personnes et fait plus de 5 000 morts, selon les chiffres publiés hier par l'Organisation mondiale de la santé. En Inde, une campagne de stérilisation des femmes a tourné au drame. 13 femmes sont mortes des suites de l'opération dans le centre du pays. Les médecins ont été arrêtés. Ils avaient opéré 83 patientes en moins de 4 heures. Un scandale qui relance le débat sur la politique controversée du planning familial indien. Correspondance à New Delhi de Sébastien Farsi. Dans les années 70, l'ex-premier ministre Indira Gandhi avait initié une campagne de stérilisation forcée pour freiner la croissance démographique. 20 ans après, New Delhi a arrêté de donner des objectifs chiffrés de stérilisation, mais dans les États régionaux, la pratique demeure. Selon l'organisation Human Rights Watch, certains agents locaux de santé sont même menacés de renvoi s'ils ne stérilisent pas assez de femmes. Résultat, beaucoup d'opérations sont réalisées sous la contrainte et sans information sur leurs conséquences
conséquences. Surtout que ces patients sont généralement des femmes pauvres, attirées par une récompense financière. Samedi dernier, les femmes recevaient ainsi 18 € après leur opération, soit l'équivalent de près d'une semaine de travail. La stérilisation demeure encore le premier mode de contraception pour les femmes indiennes. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Info. Philae a passé une bonne nuit sur la comète Chury et les nouvelles sont plutôt bonnes ce matin. Les panneaux solaires fonctionnent et alimentent le robot en énergie. Philae peut donc travailler et transmettre des informations précieuses à Rosetta qui les transmet à son tour aux scientifiques du programme européen. Reste tout de même la question de l'arrimage. Le robot, s'il s'est posé au bon endroit, n'est pas solidement ancré et ne pourra pas effectuer l'ensemble de ses missions. On ne change pas une équipe qui gagne après la victoire face aux Fidji samedi dernier 40-15. L'encadrement du 15 de France a reconduit intégralement l'équipe de départ pour affronter l'Australie samedi prochain en test match au Stade de France. Et puis l'équipe de France de football cette fois se prépare à Clairefontaine avant d'affronter l'Albanie demain au Stade de la Route de l'Orient à Rennes, puis la Suède mardi au Vélodrome de Marseille. 2 matchs amicaux en vue de préparer l'Euro 2016 qui aura lieu, je vous le rappelle, en France. C'est la première foire au monde pour la photographie. Le salon Paris Photo ouvre ses portes aujourd'hui au Grand Palais. Ce rendez-vous qui a accueilli 60 000 visiteurs l'an dernier n'a cessé de grandir depuis sa création en 1996, suivant ainsi l'essor du marché de la photo. Anne Chepo. Paris Photo marche un peu plus année après année dans les pas de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Même lieu prestigieux, une présence de plus en plus marquée de galeries étrangères et de galeries généralistes, non spécialisées sur la photo et qui mettent souvent en avant le travail de plasticiens. Il y en avait 10% dans les premières années de la foire. Elle représente aujourd'hui près de la moitié des galeries. Certaines viennent à Paris Photo pour la première fois. C'est le cas de la galerie Daniel Templon qui expose notamment le travail de Pierre et Gilles et des œuvres récentes de David Lachapelle. Sa directrice, Anne-Claudie Coric. La foire Paris Photo a vraiment pris en qualité. Ces dernières années, c'est vraiment devenu une référence dans le marché international et pas seulement auprès des collectionneurs de photos, mais également auprès des collectionneurs d'art contemporain. Donc une galerie comme la nôtre, plutôt généraliste, avait vraiment vocation à y participer cette année. Les acheteurs sont effectivement au rendez-vous, les gros collectionneurs privés, des musées du monde entier, mais aussi des amateurs, car à Paris Photo, malgré la hausse des prix, il y en a encore pour toutes les bourses, de 79 € pour une photo de l'Allemand Rudolf Bondwied tirée à 1 millier d'exemplaires, à 1,5 million d'euros pour un cliché d'Irving Penn. Quant au portrait de Stromae par Pierre et Gilles, il faudra débourser 120 000 € pour se l'offrir. Et Paris Photo, c'est jusqu'à dimanche au Grand Palais à Paris. C'était le journal d'Agnès Soubiran. France Info, 9h midi, Céline Baïdarcourt. À suivre, la lutte contre l'optimisation fiscale, où en est-on ? France Info Météo, avec CIC Banque Privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. Joël Collado. Beaucoup plus calme sur le sud-est que sur l'ouest, sur les régions proches de la Méditerranée. Le temps redevient provisoirement très calme, très agréable. Aujourd'hui, sur le Languedoc, la Provence, la Côte d'Azur, le soleil va briller. Sur la Corse, des nuages de moins en moins menaçants, alternant avec de très belles éclaircies. Et le vent, sur le midi, va mollir. À l'ouest, à l'inverse, le vent souffle, tempétueux pendant quelques heures sur les caps bretons, avec ce matin des pointes à 150 km/h à Ouessant. Ce vent accompagne la pluie. Ce ruban de pluie qui, au lever du jour, s'est tiré de la Charente-Maritime aux Côtes d'Armor, va pivoter vers la Touraine et la Basse-Normandie, en allant vers le sud-ouest sous un ciel un peu chaotique, à peine menaçant sur le littoral aquitain où le vent de sud se renforce. Le soleil filtrera, la journée sera très agréable. Sur le nord, le bassin parisien, le centre, brouillard et grisaille seront suivis d'un temps plus lumineux. Sur les régions du nord-est, seul le relief émergera de la grisaille. Sur la Lorraine, le long des montagnes du Jura, sur la Bresse, les éclaircies seront souvent très timides. Et les températures cet après-midi proches de 10 degrés en moyenne dans l'est, de 14 degrés à Paris, à Lyon, de 15 degrés à Nantes, de 17 degrés à Bordeaux et Marseille. Ces températures qui atteindront 19 degrés à Toulouse approcheront au pied des Pyrénées 20 à 21 degrés. Le décryptage éco avec Banque Populaire Gestion Privée, votre expert en stratégie patrimoniale.